Bonsoir à tous, je suis vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui. C'est vraiment magnifique cette campagne, je vois des sourires partout autour de moi. Alors que l'analyse que je faisais avant de choisir le slogan de ma campagne, une ville heureuse, c'était précisément que Paris était devenu une ville triste. Et ce que je trouve magnifique, c'est qu'avant même d'avoir gagné la mairie de Paris, ce qui ne manquera pas d'arriver le 22 mars prochain, avant même, donc, disais-je, d'avoir gagné la mairie de Paris, on arrive déjà à faire une ville heureuse partout autour de nous. Et quand les gens vous voient, quand les gens voient nos tracts, quand les gens voient vos écharpes, monsieur, une écharpe magnifique, et je vois même une doudoune jaune, quand les gens vous voient, ils retrouvent déjà le sourire. Et pour tous ceux qui militent à mes côtés, et j'en vois qui acquiescent, vous devez voir sur les marchés déjà que quand les gens reçoivent nos tracts, on leur rend le sourire. On leur rend leur dignité. On leur dit que leur ville, leur capitale, peut redevenir demain une ville heureuse. Pour moi, l'ambition de faire de Paris une ville heureuse, c'est quelque chose de tellement évident que j'en viens même à me demander comment les autres n'y ont jamais pensé avant. Et vous voyez qu'on les énerve. Ah ça, notre campagne, on les énerve. Toutes les polémiques sont permises. Je reviens pas dessus, on va pas leur faire de publicité. Je leur ai fait plaisir une fois, je leur ferai pas plaisir deux fois, rassurez-vous. Et donc on les énerve. Mais pendant qu'ils parlent de nous, pendant qu'ils parlent de notre campagne, nous parlons des Parisiens. Nous parlons des problèmes des Parisiens. Nous parlons des gabegies. Et vous allez voir cette semaine que je ne vais pas y aller de main morte quand il va s'agir de dénoncer les agissements de 25 ans de socialisme qui nous ont spoliés, qui nous ont volés, qui ont pris votre argent, parce que le seul argent dont dispose la mairie de Paris, c'est l'argent que vous avez créé, tous, en tant que salariés, en tant que chefs d'entreprise, en tant qu'indépendants, et peu importe tout ce que vous avez pu faire, la mairie de Paris vous a pris votre argent et elle ne vous a pas offert en face un service public municipal de qualité. Moi, j'appelle ça du vol. Cet argent, je vais vous le rendre. Et vous allez voir dès cette semaine que je vais permettre de remettre un peu de sérieux dans cette campagne. On va pouvoir aborder les vraies questions plutôt que faire des quiz sur les joueurs du PSG. Même si on peut tous dire « Allez Paris ce soir », quand même, vu le 5-0, on peut applaudir le PSG. C'est très bien qu'une footix comme moi arrive à faire applaudir le club, je suis vraiment très très fière. Donc on va remettre les vrais sujets sur la table. Les vrais sujets, c'est notamment le budget de la ville de Paris. Vous le savez, j'ai été magistrate à la Cour des comptes. Donc quand j'ai commencé à travailler mon programme, et je vois que certains l'ont, si monsieur, je peux vous le prendre et le montrer à ceux qui ne l'ont pas encore vu. Donc ce programme de 130 pages, dans lequel toutes les mesures sont chiffrées, tout est budgété, je crois que c'est le programme le plus complet de cette élection, et je le dis en toute humilité, parce que je ne l'ai pas construit toute seule. Je l'ai construit à l'aide d'ingénieurs, d'architectes, de directeurs de crèches, de commissaires de police, de militaires, et je veux leur rendre hommage parce que c'est de ce travail dont je suis fière, et c'est pour ça que je me permets tous les jours de dire sur toutes les antennes que j'ai le meilleur programme de cette campagne, parce qu'il a été créé par les meilleurs. Et c'est vrai, bravo. Merci monsieur. D'ailleurs, je crois que le programme est disponible en livre quelque part dans la pièce, vous le verrez tout à l'heure en sortant. Ok, c'est très bien. Vous pouvez l'acheter, en effet. Mais vous pouvez aussi l'avoir gratuitement sur unevilleheureuse.fr, contrairement à LFI. On n'oblige pas les gens à payer pour avoir le programme à disposition. Donc vous pouvez aussi l'avoir en PDF sur unevilleheureuse.fr, mais si vous voulez le livre en souvenir, il est là ce soir. Donc ce programme, j'en suis très fière parce que je l'ai construit à vos côtés. Et vous voyez ce soir la disposition de cette scène, je suis parmi vous. Et j'ai commencé ma campagne parmi vous. Quand j'ai lancé la grande consultation, c'est-à-dire le fait d'annoncer que je serai dans un café à telle heure, tel jour, et de recevoir des Parisiens qui viennent me raconter ce qu'ils vivent, ce qu'ils subissent, ce qu'ils imaginent pour leur ville. Il y a aussi des gens qui viennent avec des solutions, parfois avec de vrais programmes pour Paris, pour la culture parisienne, pour les crèches parisiennes. Et je peux vous dire, j'en vois ça d'ailleurs certains dans la salle, qui sont venus me donner
d'excellentes idées et qui ensuite les ont retrouvées dans mon programme. Parce que ce programme, il est aussi évolutif. Et j'accepte tout à fait d'évoluer, de prendre les meilleures idées chez ceux qui les connaissent. Vous le savez, ma liste n'est pas une liste reconquête, mais une liste sans étiquette qui a vocation à accueillir des talents venus de partout. Des talents venus des LR, par exemple. Et vous avez peut-être vu Aurélie Assouline, qui m'a rejoint dimanche, je pense qu'on peut l'applaudir, son courage. Reste LR, jusqu'à nouvel ordre. Et si elle est expulsée des LR, on saura que chez LR, on tolère l'alliance avec les macronistes, mais pas l'alliance avec une liste de droite. Donc ce sera un bon test cette semaine pour voir où se situent vraiment les Républicains. Mais en attendant, je le dis pour Aurélie, comme pour tous les autres qui ne manqueront pas de me rejoindre bientôt, vous pouvez tout à fait rejoindre ma liste sans adhérer à un parti. Vous pouvez garder votre carte aux Républicains si vous êtes les Républicains. Vous pouvez rester un non encarté si vous êtes un non encarté. Et sur ma liste, vous le verrez, je vais bientôt venir à mes camarades qui sont à côté, mais je garde le meilleur pour la fin. J'aurai des commissaires de police qui ne prendront pas nécessairement leur carte dans un parti. J'aurai des directeurs de crèche, des restaurateurs, des commerçants, des libraires parisiens qui peuvent venir parce qu'ils partagent ce projet de faire de Paris une ville heureuse. Donc parmi vous, peut-être que certains ont candidaté pour être sur les listes, et alors je vous rassure, on va vous répondre très vite parce que le temps presse. On a reçu 900 candidatures alors qu'il n'y a que 503 places. Donc on fait au mieux, vous avez tous des profils magnifiques. C'est difficile de discriminer parmi des profils magnifiques. Et donc cette philosophie qui est la mienne, c'est de dire je ne recherche pas des professionnels de la politique, mais des professionnels de la réussite. Ce qui compte, c'est que demain, lorsque nous serons à la mairie de Paris, lorsque mes candidats seront des élus de la ville de Paris, qu'ils mettent leur intelligence, que nous mettions les meilleures intelligences au service des Parisiens. Et c'est une transition parfaite pour me permettre d'introduire Monsieur Pierre Noisa. Pierre qui est un ingénieur, un polytechnicien même. J'ai beaucoup d'admiration pour les ingénieurs français qui ont contribué à construire notre pays. On est un vieux pays d'ingénieurs qui a réussi à s'industrialiser, qui a connu l'une des plus belles croissances d'Europe dans les années 60 et 70 grâce à ces ingénieurs. Vous m'entendez aussi peut-être parfois rendre hommage aux ingénieurs de l'automobile française qui ont contribué à la qualité de l'air, puisque vous le savez, la qualité de l'air s'est améliorée dans les villes, dans toutes les villes, y compris dans les villes de droite, n'en déplaise à Madame Hidalgo, et que si la qualité de l'air s'est améliorée, c'est grâce aux ingénieurs de Renault, de PSA, qui ont inventé des pots catalytiques qui polluent beaucoup moins, qui émettent beaucoup moins de particules toxiques. Donc on peut plutôt les remercier eux que remercier les mauvaises décisions de la ville de Paris. Et il faut que la politique sache aussi rester humble, et c'est toute ma démarche de dire que je m'entoure des meilleurs, parce que j'ai besoin des meilleurs. Que vous le savez, la personne intelligente en principe, c'est celle qui sait s'entourer de gens plus intelligents qu'elle. Donc j'ai l'honneur de vous présenter Pierre Noisa, un polytechnicien brillant, pionnier du Bitcoin en France, un entrepreneur à succès, un homme droit, un homme intègre, qui, peut-être que vous l'avez entendu de manière brillante chez Apolline de Malherbe sur BFM, qui a malheureusement l'année dernière vécu une tragédie personnelle, ou en tout cas failli vivre une tragédie personnelle, puisque sa fille a manqué de se faire enlever en plein Paris, comme si nous vivions au Mexique, parce que Pierre Noisa est un entrepreneur à succès dans le Bitcoin. Donc on vit dans un pays qui non seulement ne protège pas la liberté économique, mais qui ne garantit pas la première de nos libertés, à savoir la sécurité. Je laisse Pierre Noisa parler, on peut l'applaudir. En tout cas, je suis très fier et très honoré de rejoindre ton équipe. Je rencontre que des gens d'une grande qualité, d'ailleurs, depuis que je m'investis plus avec Reconquête dans cette campagne, qui est pour moi une première. Je ne suis pas évidemment un homme politique, vous l'avez compris, je suis ingénieur. Donc pour me présenter, ingénieur de formation, comme l'a rappelé Sarah, et ingénieur, c'est quelqu'un qui aime trouver des solutions aux problèmes. Donc c'est un peu l'inverse de ce que font beaucoup de politiques qui trouvent un fonds de commerce dans les problèmes. Moi, c'est les solutions qui m'intéressent. Donc je pense qu'on est nombreux dans cette pièce à
à penser comme ça, et en tout cas c'est moi ma formation et mon état d'esprit en tant qu'ingénieur. Après, donc, dans cette campagne, je rejoins des gens extrêmement brillants. Sarah, toujours très, très modeste et majeure de promotion à l'ENA, donc c'est largement, une preuve de son travail, de ses capacités, autant qu'un diplôme de l'IX. Effectivement, l'IX, c'est une école assez ancienne en France, ça fait partie des filières d'excellence qu'il faut défendre. Elle est attaquée comme toutes les filières d'excellence par le wokisme, le gauchisme, qui infiltre pour toutes les institutions, vous le savez. Je le vois moi, donc ma petite fenêtre sur l'X, mais même l'X, on pourrait penser un peu à l'abri de tout ça. Ils arrivent quand même à essayer de la saper. Donc il va falloir, il y a du travail. Je pense que Reconquête a vraiment porte bien son nom. C'est vraiment ça, c'est reconquérir un pays qui est livré aux socialistes depuis 50 ans. Je peux le dire maintenant parce que je suis parmi les plus anciens dans cette salle. Et donc j'ai vécu ce déclin, cette emprise du socialisme sur le pays, sur toutes ces institutions. C'est assez frappant. Alors le socialisme allant aujourd'hui de LFI à une bonne partie des LR, il ne faut pas se tromper. Il y a même des socialistes souverainistes qui s'appellent le RN. Donc le seul parti de droite, à ma connaissance, c'est Reconquête. Là, c'est l'entrepreneur, je sais qu'il y a des entrepreneurs dans la salle. C'est l'entrepreneur qui parle parce qu'on reconnaît un parti de droite au fait qu'il aime, qu'il préserve les créateurs de richesse. C'est aussi ça. La liberté, la sécurité qui est indissociable de la liberté, et la liberté économique, c'est-à-dire la liberté d'entreprendre et préserver les créateurs de richesse. Parce que s'ils ne sont pas là, s'ils commencent à partir, comme je l'observe moi, dans notre secteur en tout cas, je vois beaucoup de jeunes partir à cause des problématiques de sécurité notamment. Donc on ressemble de plus en plus à l'Allemagne de l'Est, il ne manque plus que le mur pour nous empêcher de partir. Mais bon, on va essayer d'éviter ça avec Sarah et en gagnant des élections, c'est la seule solution dans un pays démocratique. Et c'est la raison de mon engagement aux côtés de Sarah et au sein de Reconquête. Je pourrais dire un mot de plus, donc vous avez compris que je suis père de famille, mais je ne donne pas plus de détails que ça sur mon entourage familial, parce que maintenant il est la cible du crime organisé en France, même si c'est un sentiment d'insécurité pour Dupond-Moretti, pour moi c'est une réalité, donc je pense que pour beaucoup de Français. Donc on a le crime organisé qui corrompt des fonctionnaires pour obtenir les coordonnées des gens, qui voient combien ils gagnent, combien ils ont de patrimoine, donc on va les cibler, on va envoyer des gens chez eux. Donc la problématique de sécurité, depuis que Macron est à l'Élysée, je dirais que c'est plus qu'empiré. On est vraiment dans un état catastrophique au niveau de sécurité. Je veux que tout le monde en soit conscient, je pense que tout le monde en est conscient ici dans cette salle, et il faut que les gens qu'on rencontre, effectivement, comprennent qu'il y a un enjeu sécuritaire maintenant en France extrêmement grave. On est en train de devenir un narco-État, et en plus, avec toutes les activités criminelles qui vont là. Sur le plan économique, c'est la liberté économique qui manque. Ça c'est certain, c'est-à-dire être taxé quand on prend un salarié qui passe 70% de ce qu'on paye, qui aille à l'État, que ce soit du salaire, que les gens gagnent mieux leur vie, c'est essentiel. Donc pour ça il faut tailler dans les dépenses. Il y a des pays qui l'ont réussi, je crois, notamment en Amérique du Sud, Milei, manier la tronçonneuse. Donc c'est possible. Sarah propose 10 milliards d'économies sur le mandat. Donc c'est possible aussi à Paris, pour commencer, on va montrer que c'est possible à Paris, et si on montre que c'est possible à Paris, ce sera possible au niveau de l'État, et à ce moment-là, on pourra refaire partir l'économie française. Notre tête de liste dans le 7e arrondissement de Paris, merci d'accueillir Arthur Paris. Merci beaucoup, merci à tous, je suis très honoré d'être là ce soir, je suis doublement honoré. Déjà parce que j'ai l'opportunité de m'exprimer à vos côtés, et enfin surtout parce que Sarah m'a fait l'honneur justement de me nommer tête de liste du 7e arrondissement pour aller la représenter, ses idées, son projet dans un arrondissement, comme vous le savez, ô combien symbolique. Donc merci pour ta confiance. Je m'appelle Arthur Paris, ça ne s'invente pas, je suis originaire de Grenoble, et je crois que comme beaucoup de Français qui ont grandi loin de Paris, j'ai eu cette chance finalement de toujours rêver Paris, l'idéaliser, la fantasmer. Si bien que j'y ai emménagé il y a 10 ans maintenant. Et si je vous parle de ça, c'est parce que
je crois que c'est parce que je suis devenu parisien que je suis devenu entrepreneur. Et vous savez, quand je suis arrivé, moi, contrairement à certains de mes prédécesseurs, j'avais pas vraiment réussi très correctement mes études, je les avais même complètement ratées. Je n'avais pas beaucoup d'argent, mais j'avais des idées. Et j'avais surtout l'ambition et l'envie de réussir. Et l'entrepreneuriat vous permet peut-être, éventuellement, un peu de réussir. Ça vous permet d'aller d'un point A vers un point B. Alors, parfois c'est comme ça, parfois c'est long, parfois c'est lent. En France, c'est compliqué. En France, c'est compliqué parce que, ça c'est très français, ça va vous plaire, vous n'avez même pas commencé, que déjà vous vous faites fracasser, vous avez des charges, des détails administratifs, il faut un comptable, il faut un expert fiscal, c'est très compliqué. Mais c'est aussi ça l'entrepreneuriat, c'est essayer beaucoup, essayer souvent, rater parfois, mais toujours recommencer. Et si je vous parle de moi et de ça, c'est pour mieux vous parler de Sarah. Parce que Sarah, justement, a cette extraordinaire capacité d'aller d'un point A vers un point B, de fixer un projet, de faire un constat, d'établir une vision, et cette vision, justement, de la mettre au service, comme vous le savez, des Parisiens pour 2026. Alors, je suis la métaphore entrepreneuriale, le point A, le point B, il faut un escalier. L'idée, c'est quand même de progresser. L'avantage avec Sarah, c'est qu'il y a un projet, 130 pages de propositions. C'est quand même pas mal. Alors, si j'étais un peu piquant, je vous dirais que les autres n'ont quand même pas vraiment de programme, ce qui est assez hallucinant. Paris, capitale de la France, 7e puissance mondiale, il y a des candidats qui n'ont pas de programme. Nous, on a de la chance, on a un programme, il est documenté, il est chiffré, il est sourcé. On peut remercier Sarah, parce qu'en plus, on a le meilleur programme. Alors, je me suis pas réveillé un matin, courrouisé par Sarah, en criant Sarah, Sarah. J'ai fait comme tout le monde, j'ai regardé son programme justement, 130 pages de propositions, et quand à la dernière page, vous voyez que vous êtes d'accord avec 100% des propositions qui ont été faites, moi, vous savez, dans ma vie, j'ai appliqué une règle simple, si je vois des plus et que je vois pas de moins, c'est que je sais que je peux y aller. C'est la raison, notamment, j'y suis allé à fond, c'est pour ça que je suis face à vous ce soir, c'est pour ça que je prends un peu la lumière, et d'ailleurs, je crois que c'est aussi ça, le rôle d'un entrepreneur, c'est de parfois essayer et de souvent se risquer, et c'est aussi un peu ce que je fais ce soir en vous parlant, et encore une fois, je suis très honoré d'être là. Pour conclure, je vais essayer de ne pas trop digresser. Depuis une dizaine de jours, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des Parisiens de tous obédiences, sur les marchés, de discuter. Il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui ont lu le programme, qui sont déjà convaincus, et il y a ceux qui sont justement à aller convaincre. Et là, je vous invite tous, et je nous invite tous, je le fais au quotidien, à aller rencontrer les gens. Parce que c'est ça aussi, entreprendre. Entreprendre, c'est entreprendre une activité, mais c'est aussi entreprendre une rencontre, une discussion. Et là, vous pouvez tous individuellement faire la différence. Vous pouvez aller convaincre 1, 5, 10, 20, 50 personnes. Vous pouvez le faire et vous pouvez permettre de continuer la dynamique qui a été enclenchée par Sarah. Et quelle extraordinaire dynamique! Donc, je vous invite tous, chaque fois que vous le pouvez, au café, au déjeuner, au dîner, vous allez rencontrer, vous allez discuter, vous parlez du projet, vous avez le meilleur projet, alors vraiment, allez-y et je vous assure que vous ferez la différence. Pour conclure, je vais m'arrêter là. Le 15 et le 22 mars, on vote en masse pour Sarah Knafo, pour refaire de Paris ce que Paris n'aurait jamais dû cesser d'être. Paris, plus belle ville du monde. Paris, capitale de la France, capitale dans le monde. Et surtout, Paris, ville la plus heureuse du monde. Merci Arthur, merci Pierre, ravi de vous avoir entendu. Maintenant, j'aimerais qu'on applaudisse ceux qui sont dans la salle, les entrepreneurs. J'aimerais qu'on les applaudisse. Qui veulent culpabiliser le monde de l'entreprise. Et on sent, y compris dans l'administration, et je les connais bien, une forme de malveillance, par nature, à l'égard de l'entrepreneur. Ce serait quelqu'un qui gagne déjà beaucoup trop. On n'aurait finalement jamais de scrupule à taper toujours plus sur les entreprises, et vous les avez vus tous à l'Assemblée inventer des taxes et des impôts. On nous dit que les députés n'arrivent pas à s'allier, à s'unir pour voter des lois, mais quand il s'agit d'inventer des impôts, alors là, l'union sacrée, ça, ils y arrivent. Et donc on a vu, comme le disait Pierre Noisa tout à l'heure, LFI voter main dans la main avec le RN pour inventer des taxes sur ce qu'on appelle les multinationales, en nous faisant croire que ça allait concerner uniquement Amazon et Starbucks, alors qu'en réalité, une multinationale, au terme de ce qu'on disait dans cet amendement, c'était tout simplement une entreprise qui faisait également du bénéfice à l'étranger. Là, vous imaginez qu'en réalité, on allait taxer tout le monde.
et donc qu'on allait punir les entreprises qui exportent et qui font la fierté de la France. Et c'est la raison pour laquelle je suis fière de dire que nous, on applaudit les entrepreneurs, on leur rend hommage, on est reconnaissant, ce sont eux qui créent, eux qui innovent, eux qui embauchent. On doit être fiers d'eux et le leur dire et le leur répéter. Et quoi qu'en dise Élise Lucet, quoi qu'en dise LFI, quoi qu'en dise Cache Investigation, on est aux côtés des entrepreneurs français et on est bien les seuls. Je vais maintenant laisser la parole à la salle pour échanger avec vous et répondre à des questions. Mais si certains d'entre vous peuvent me poser des questions sur la fiscalité, ça m'arrangerait. Parce que sinon, j'aurais développé longtemps. Donc je vais vous laisser la parole parce qu'Olivier va me dire sinon qu'il n'y aura pas assez de temps pour les questions-réponses. Et je tiens à rester avec vous et à vous répondre. Alors, vous avez une question, monsieur? Une vraie question. Allez, c'est parti. Bonsoir Sarah, je m'appelle Laurent, Paris 14e. En fait, ma question serait en fait pour les migrants en fait qui sont sans papier, machin, et pour la nuit, pour l'insécurité, la nuit et tout ça. Que pensez-vous faire avant, bien sûr, peut-être avant 2027, parce que peut-être tout va se jouer 2027. Donc, que pensez-vous faire en ce laps de temps? Je pense même être la seule dans cette élection à en parler. Et tant mieux. J'espère que les autres me suivront. Ce qui est clair, c'est que quand on regarde les sondages aujourd'hui, on voit que la droite est majoritaire à Paris. Contrairement à ce que tout le monde pense, on a beaucoup dit Paris c'est une ville de bobos, c'est une ville à gauche, etc. Regardez les sondages aujourd'hui. Si vous additionnez Thierry Mariani, Pierre-Yves Bournazel, Rachida Dati et moi, vous êtes déjà à plus de 56%. Paris est à droite. La droite peut gagner la ville. Mais pour ça, il y a une seule condition. Il faut s'unir. Donc moi je dis, jamais je ne ferai perdre la droite. Je suis là pour faire gagner la droite. Si demain je suis devant, au premier tour, et j'espère que ce sera le cas, en tout cas pour l'instant, il se trouve que nous sommes les seuls à connaître une dynamique. Et vous avez peut-être vu le sondage de ce matin, mais on a encore pris 2 points par rapport au précédent sondage de la semaine dernière, donc 12%. Je trouve que c'est également ce qu'on ressent sur le terrain. Des gens qui viennent à nous, qui viennent nous dire même, aux portes de Paris, je suis allée à Porte de Clichy, à Porte de Clignancourt, à Porte Dorée, des gens viennent me voir et me disent « J'ai voté 2 fois pour Madame Hidalgo, et cette fois je vais voter pour vous. » Parce que les gens vivent les problèmes qui ont été créés, causés, ou en tout cas qui ont subi le grand laisser-aller de la mairie de Paris et qu'ils ouvrent les yeux. Et là j'en viens à votre première question, monsieur, la sécurité. Au-delà de la question des migrants, c'est pas qu'un problème d'immigration, la sécurité plus globalement. La sécurité à Paris, c'est un sujet qui traverse tous les clivages. Y compris à gauche, et même à l'extrême gauche, vous avez des électeurs qui vous disent « c'est dans le top 3 de mes priorités ». La sécurité, c'est un thème qui est apartisan. Tout le monde veut être en sécurité. C'est la première de nos libertés, le fait d'être en sécurité. Alors qu'est-ce que je propose ? De plus que doubler les effectifs de la police municipale, de les passer à 8000 agents. Pourquoi? Parce qu'on a compris pendant les Jeux Olympiques une chose à la fois simple, banale, plus de policiers sur la voie publique, égale moins de délinquants sur la voie publique. Simple, basique, efficace. Quand vous avez des policiers qui font des rondes régulièrement, qui ont ordre de la mairie, et c'est l'ordre que je donnerai quand je serai maire de Paris, s'ils ont ordre d'aller interpeller les délinquants, s'ils ont ordre de verbaliser la moindre infraction, le moindre délit sur la voie publique, et il y a une loi qui va être votée dans 1 mois ou 2, donc là, ce printemps, qui va permettre à la police municipale d'avoir encore plus de pouvoir, de verbaliser la consommation de drogue sur la voie publique, évidemment le trafic de drogue sur la voie publique, l'état d'ébriété sur la voie publique, l'occupation illégale du domaine public. Tous ces sujets que vous vivez au quotidien, avec des gens qui peuvent zoner en bas de chez vous, qui peuvent guetter, qui peuvent trafiquer de la drogue, qui peuvent consommer de la drogue, qui peuvent boire et être alcoolisés sur la voie publique, tout cela c'est déjà dans le code pénal. Demain, vous avez des policiers municipaux, ils peuvent aller les interpeller, et c'est ce que je ferai. Et s'il faut le faire 10 fois par jour sur les mêmes personnes, c'est ce qu'on fera. Bravo. Il faut également armer la police municipale, comme c'est déjà le cas dans 80% des polices municipales de France. Même avant, quand vous êtes une ville de gauche, vous avez la police municipale
municipale qui est armée. Et Madame Hidalgo a fait le choix idéologique de désarmer la police municipale parisienne, ce qui est irresponsable non seulement pour nous, parce que les policiers ne peuvent pas nous protéger, mais également pour les policiers eux-mêmes, qui sont des cibles pour les délinquants. Et vous imaginez qu'à Paris, vous avez des policiers municipaux qui sont moins armés que les voyous en face d'eux? C'est un scandale. Ce scandale, on va revenir dessus, on va évidemment armer la police municipale. Ensuite, on va doter la police municipale du meilleur de la technologie. Parce que mon ambition dans ce programme, et demain à la mairie de Paris, c'est de mettre la technologie au service de nos compatriotes. Et vous avez peut-être vu que dans cette élection, magique, tous les candidats m'attaquaient parce que j'utilise l'intelligence artificielle. Mais quel aveu! Ils se reconnaissent là. Ils enlèvent leur masque. Ils disent à tous ceux qui nous écoutent qu'ils ne connaissent rien à la technologie, qu'ils ne l'utilisent pas, qu'ils ne la comprennent pas. Comment voulez-vous qu'ils la mettent demain au service des Parisiens? L'identité de Paris, c'est d'être une ville qui a toujours été à la pointe de l'urbanisme, à la pointe des règles de propreté, à la pointe de l'architecture, évidemment de la beauté, mais aussi de la modernité. Et depuis 25 ans de gauche, Paris devient une ville obsolète. Est-ce qu'on veut continuer comme ça? Non. Est-ce qu'on veut une ville moderne? Oui. Est-ce qu'on mérite tous une ville moderne? Oui. Et bien c'est ce que vous aurez quand le 23 mars, je serai maire de Paris. Bonsoir Sarah, entrepreneur et électeur du 7e arrondissement qui aura le plaisir le 15 mars prochain de voter pour vous et pour Monsieur Paris. Merci de rassembler les forces vives de la capitale. Je pense que si on continue ainsi, on fera bientôt rougir les organisateurs du Chinese Business Club. On vous a entendu parler de la taxe foncière, mais quel est le programme fiscal pour les Parisiens? Tellement sympa. Il l'a fait. Le programme fiscal. Avant toute chose, vous connaissez ma philosophie, peut-être, pour ceux qui me connaissent, il y en a certains qui découvrent, mais je vais le redire. À l'échelle nationale, c'est de renverser totalement la logique actuelle. La logique actuelle, c'est de taxer toujours plus, comme on vous le disait avec Pierre tout à l'heure, de taxer toujours plus pour que l'État puisse continuer de dépenser comme il dépense. Donc taxer plus pour dépenser plus, en quelque sorte. C'est la même logique qu'on poursuit depuis plus de 40 ans. Je propose de renverser totalement cette logique, en imposant que désormais, nous allons dépenser moins pour pouvoir taxer moins, pour que les Français, les entreprises comme les particuliers, puissent gagner plus ou investir plus. C'est la philosophie. C'est ce que je propose à l'échelle nationale, et c'est pour ça que j'avais proposé un contre-budget de 80 milliards d'euros, ce qui n'était que le b.a.-ba, avec les mesures les plus consensuelles, les plus rapidement applicables. Il faudrait aller évidemment beaucoup plus loin. Mais ce que j'ai proposé à l'échelle nationale, j'ai fait exactement le même travail à l'échelle de la ville de Paris. Comme vous, les entrepreneurs dans cette salle, j'ai réfléchi de manière empirique. Je me suis pas dit, j'aimerais faire 10 milliards d'euros, donc je vais couper un peu n'importe comment. Non. J'ai procédé comme avec un budget base zéro, en reprenant chaque ligne du budget de la ville de Paris et en me demandant qu'est-ce qui est légitime, qu'est-ce qu'on doit retirer, qu'est-ce qu'on doit privatiser, quelle mission est-ce qu'il faut arrêter complètement à la ville de Paris. Je vous donnerai des exemples aberrants et comme je vous ai dit, je sors un rapport capital sur les gabegies de la ville de Paris, le système fou de l'endettement de la ville de Paris, vous le verrez cette semaine. En repartant, ligne par ligne, je suis arrivée à 10 milliards d'économies sur 10 ans. Grâce à ces 10 milliards d'économies que je ferai sur 10 ans, je vais réussir à diviser tous les impôts locaux des Parisiens par deux. Il y a 3 impôts sur lesquels la ville de Paris a la main. Premièrement, la taxe foncière. Vous l'avez compris, je divise la taxe foncière par 2 pour tous les propriétaires, qu'ils soient entreprises ou particuliers. Je vais même plus loin, puisque Madame Hidalgo a augmenté la taxe foncière de 60% en 2023, et que, si je me permets une question à la salle à mon tour, est-ce que vous avez vu une quelconque amélioration de la propreté, de la sécurité, des places en crèche? Bon, c'est pire, exactement, j'entends derrière moi. Donc on n'a vu aucune amélioration et pourtant, la taxe foncière a explosé.
Comme je vous le disais tout à l'heure, en bon français, on appelle ça du vol. Résultat, cet argent, je vous le rendrai. Très concrètement, si je suis élu maire de Paris, je ferai un chèque aux propriétaires qui ont payé ce que j'appelle le trop perçu de Madame Hidalgo. Je leur rendrai leur argent. Et de manière claire, je diviserai la taxe foncière par deux. Comme je diviserai pour les locataires la taxe de balayage et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ces deux taxes, elles sont répercutées sur les locataires. Eux aussi doivent bénéficier de notre grand plan d'économie. Et ce ne seront pas les seuls. Les automobilistes aussi vont bénéficier de ce grand plan d'économie. Et ceux qui possèdent des scooters, des 2 roues dans Paris, eux aussi vont bénéficier de ce plan d'économie. Comment? En simplifiant drastiquement les règles de stationnement. À chaque fois que je parle avec un commerçant parisien, avec un restaurateur, le facteur 1 qui revient pour me parler de la vacance commerciale, des problèmes de trésorerie qu'ils connaissent, des problèmes pour leur entreprise qu'ils réfléchissent même parfois à abandonner, c'est la circulation, le stationnement, tous les problèmes qui ont été causés par la ville de Paris elle-même. Aujourd'hui, c'est la mairie de Paris qui nuit au dynamisme économique de la ville. C'est quand même aberrant comme système. Et on pourra parler du logement si d'autres m'interrogent dessus, notamment les prix des loyers que je veux déplafonner demain à Paris. Mais je redis un mot sur le stationnement. Simplification drastique, disais-je, des règles de stationnement. 5 € de l'heure, quel que soit le véhicule, quel que soit l'arrondissement. Première chose. Deuxième chose, première heure gratuite pour tous les Parisiens, ce qui va amplement aider les parents ou les grands-parents qui doivent déposer leurs enfants à la crèche, à l'école, à des activités sportives, et qui parfois, pour 5 minutes où ils déposent leurs enfants, ils se font verbaliser. Ça fonctionne à Paris. Alors on peut se rassurer, les contraventions, c'est une politique publique qui marche du tonnerre de Dieu. Il y a 2 trucs qui marchent en France, c'est le fisc, ça marche. Quand on regarde le taux de prélèvement du fisc qui doit avoisiner les 99%, c'est pas pareil que le taux d'exécution des OQTF. Ah là, 90% d'échecs, tout le monde est content. Donc les contraventions, ça marche. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous avez vu que Madame Hidalgo avait privatisé les contraventions. Donc quand elle veut que ce soit efficace, là, les privatisations, c'est blanc. Ouais. Mais pour la collecte des ordures, là, pas de privatisation, il faut que ce soit public. Bon, on va inverser un peu les priorités, on va privatiser aussi la propreté à Paris, puisque quand le privé fait mieux que le public, il faut savoir le reconnaître. Et le métier de la mairie de Paris, il faut le dire, ce n'est pas d'être éboueuse. La ville de Paris fait moins bien que le privé. Et ça n'est pas moi qui le dis, c'est la Chambre régionale des comptes qui nous apprend que lorsque c'est le privé, c'est 27% moins cher et mieux fait. Et ben voilà. Bravo encore les entrepreneurs. Non, de l'autre côté, voilà, ici, là, monsieur, allez-y. Je peux parler? Oui, merci, bonsoir Sarah. La question, c'est que j'ai été, Gérard, j'ai été effaré, j'ai vu le petit clip que vous avez sorti aujourd'hui sur la suradministration. Alors je ne parle pas des 55 000 dont vous avez déjà parlé, fonctionnaires de la ville de Paris, mais la suradministration du cabinet du maire, les jetons de présence, des gens qui ont près de 90 000 €, mais c'est incroyable, quoi, alors qu'ils nous disent que la fonction n'est pas rémunérée aussi peu, que vraiment c'est quasi du bénévolat. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage? Bien sûr. Merci monsieur de me suivre déjà. Nous avons aujourd'hui, en ce moment même, des élus qui siègent au Conseil de Paris. Ils sont extrêmement nombreux, ils sont 163. Je pense qu'on pourrait largement diviser par 2 le nombre d'élus au Conseil de Paris. On aurait quand même toutes les étiquettes politiques qui seraient représentées. On n'a pas besoin d'être autant. Pourquoi ces effectifs pléthoriques aujourd'hui au Conseil de Paris? On pourrait les diviser par 2. Mais vous avez en plus Madame Hidalgo, qui a le luxe de s'être entourée à son arrivée de 37 adjoints au maire. 37, tout simplement. Elle a un adjoint à l'agriculture. On est à Paris, on le rappelle. Elle a un adjoint à l'agriculture. Elle a un service pléthorique qui s'occupe des affaires internationales de la ville de Paris. Un mini Quai d'Orsay, c'est pas mal, on a un MSN qui est connecté au son. C'est d'ailleurs Audrey Pulvar, l'adjointe à l'agriculture, c'est intéressant. Ça permet d'avoir des profils à ses côtés. On n'a pas besoin d'autant d'adjoints. On n'a pas besoin de 37 adjoints. Elle a réduit à 31 d'ailleurs, moi je compte réduire à 10. J'aurai 10 adjoints, ils s'occuperont des missions essentielles de la ville de Paris. D'autres missions, on les privatisera quand le privé fait mieux, je les ai citées dans mon programme, c'est notamment la propreté
de Paris. Et pour le reste, la mairie va se recentrer sur ses missions essentielles, sur la sécurité qu'elle aujourd'hui gère très mal. Déjà qu'on fasse les missions sur lesquelles les Parisiens nous attendent, et peut-être qu'ensuite, un jour, on pourra prétendre à s'octroyer des affaires internationales ou je ne sais quoi. C'est du luxe aujourd'hui. D'abord que la ville de Paris respecte ses citoyens, ce sera ça l'exemple, le meilleur exemple qu'on pourra donner. Le baron Haussmann, il n'avait pas de direction des affaires internationales. Et pourtant, il a donné un exemple au monde entier. Et pendant des décennies, les urbanistes du monde entier sont venus admirer ce qu'avait fait le baron Haussmann. Et il n'avait pas besoin de s'entourer de 3000 collaborateurs et d'avoir 55 000 fonctionnaires à son service. Plus largement que les élus, parce que c'est pas là qu'on fera les plus grosses économies, c'est surtout sur les 55 000 agents qui travaillent aujourd'hui à la mairie de Paris. Et ça, c'est indéfendable. Indéfendable. Quand vous voyez qu'il y a 400 personnes à la communication de la ville, est-ce que c'est sérieux? J'ai 2 personnes à ma communication. On peut les applaudir, ils sont très forts. Personne à l'urbanisme, et on ne peut pas dire que ce soit les plus rapides à vous répondre quand vous avez des besoins et que vous contactez la mairie de Paris. Bref, c'est indéfendable. Donc je vais diviser ces effectifs par 2 à horizon 10 ans. Et oui, c'est faisable. Et je sais que tout le monde se demande, mais est-ce qu'on peut vraiment le faire? Quand on voit les effectifs, y compris à l'échelle nationale, qui explosent année après année, eh bien, je vous réponds oui, c'est possible. On peut diviser les effectifs de la ville de Paris par 2 à horizon 10 ans. Et pour vous donner un seul exemple, c'est ce que m'a appris ma formation à la Cour des comptes, la première des choses qu'on regarde dans une administration, c'est le turnover naturel dans l'administration. Combien de personnes partent déjà naturellement sans avoir besoin de faire des plans, etc. À la ville de Paris, c'est en moyenne 3500 personnes qui partent chaque année. Parce qu'ils partent à la retraite, parce que c'est la fin d'un contrat, pour ceux qui étaient en CDD, ou parce que tout simplement, ils vont faire autre chose. Travailler dans une autre administration, créer une start-up, mais bah oui, c'est des fonctionnaires à la mairie de Paris non plus, je ne sais pas, je dis ça un peu au hasard, je crois pas trop. En tout cas, ils partent naturellement. Ce que je décide de faire, c'est de ne pas remplacer l'écrasante majorité de ces départs. À part dans 2 domaines, la sécurité, je vous l'ai dit, j'ai même un plan d'embauche, et la petite enfance, parce qu'aujourd'hui nous manquons cruellement de personnel dans les crèches parisiennes, ce qui explique le manque de place en crèche, les délais de réponse qui sont extrêmement longs pour les familles et qui très souvent contribuent à faire fuir les jeunes couples de Paris à l'approche du premier enfant. Et ça, vous pouvez m'accorder que ça n'est pas une ville heureuse, quand ça n'est plus une ville dans laquelle on a envie de fonder un foyer, de faire des enfants, d'élever ses enfants. Il y a plein de raisons évidemment, mais quand on voit que juste à côté de Paris, si vous allez à Levallois, si vous allez à Vincennes, si vous allez dans d'autres endroits qui sont aux portes de Paris, vous voyez des poussettes partout, dans les parcs, ça fait plaisir à voir. Et à Paris alors? On veut continuer de chanter le gamin de Paris. On veut être une ville où on élève nos enfants. Et on peut l'être. Pour ça, il y a plusieurs sujets à résoudre, évidemment. Il y a des enjeux de logement, il y a ces enjeux de crèche dont j'ai parlé, il y a ces enjeux de sécurité. Évidemment qu'on a peur d'élever ses enfants ici, quand on se rappelle d'Elias, jeune de 14 ans, assassiné à la machette alors qu'il allait se rendre à un match de foot. Évidemment qu'on a peur quand on se rappelle de Philippine, une jeune fille assassinée près du bois de Boulogne. Bien sûr que ça fait peur. On mérite tous la sécurité. Je vous l'ai dit, la sécurité, c'est la première des libertés. C'est même le b.a.-ba. En réalité, tout le monde devrait être d'accord. Quand je parle de sécurité, parfois on me dit « ah, c'est un sujet de droite », mais pas du tout. Une jeune femme de gauche, woke, qu'on a endoctrinée, elle aussi, elle veut être en sécurité. Elle aussi, elle a peur dans le métro le soir, comme tout le monde, comme une jeune femme de droite, comme un garçon de droite. C'est un sujet qui dépasse tous les clivages. Moi, ce que je peux te promettre, c'est que mon programme, demain, quand je le mettrai en œuvre, il profitera à tout le monde, même à ceux qui ne nous aiment pas. Et quand ils vivront dans une ville heureuse, eh ben demain, ils nous aimeront. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Vous avez parlé de respect des Parisiens. Question sur votre projet contre le tourisme de masse qui pourrit la vie des Parisiens à Montmartre et ailleurs. Excellente question. Je vais d'ailleurs prendre la parole sur ce sujet en principe dès la semaine prochaine, mais je ne vais pas vous faire de teasing, c'est pas une série Netflix, donc je vais vous répondre maintenant. Il y a évidemment des quartiers qui sont devenus des sortes de musées. Il y a des habitants du musée qui ont investi très cher
pour vivre dans ces quartiers parisiens. Et ils se retrouvent en bas de chez eux, avec à chaque fois qu'un commerce patrimonial, artisanal ferme, soudain, des boutiques de souvenirs qui font toute la rue. Et quand c'est pas des boutiques de souvenirs, c'est des fast-food juste à côté, pour avoir des restaurants bon marché pour les touristes. Et puis soudain, on se retrouve à avoir investi des fortunes pour vivre au milieu d'une sorte de Disneyland cheap, bon marché, et on ne reconnaît plus l'endroit dans lequel on a toujours voulu vivre. C'est le cas dans certaines rues de Montmartre, c'est le cas malheureusement rue de la Huchette, rue iconique de Paris. Et aujourd'hui, quand on y passe, des fast-food partout, des tours Eiffel, des Jocondes avec des rouges à lèvres roses, c'est déprimant. C'est déprimant, et y compris pour les touristes, on ne mesure pas comme pour les touristes, c'est triste. Quand ils arrivent à Paris, qu'ils pensent voir un lieu unique, vivant, ils ne veulent pas voir un musée, ils n'ont pas envie de voir des boutiques de souvenirs made in China, ils ont envie de voir Paris. Et même pour eux, c'est tellement triste. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Vous savez, en principe, un PLU, ça ne sert pas à atrophier l'économie, à mettre du pastillage partout. En principe, un PLU, ça doit servir justement à protéger la ville, à garantir la diversité des commerces, à protéger l'harmonie architecturale, l'identité visuelle de la ville. Et aujourd'hui, ce PLU s'appelle le PLU bioclimatique. Tout est dit. Vous mettez 10 minutes pour le télécharger si vous voulez aller le lire, ce qu'on a fait avec mon équipe. Il fait plus de 2000 pages, il pèse une tonne, et à l'intérieur, étonnamment, on ne trouve pas ce genre de règles. Donc ce que je veux faire, c'est abroger ce PLU et revenir à l'essence de ce que doit être un PLU, à savoir protéger l'identité de Paris, empêcher ces constructions atroces qui dénaturent nos quartiers. Des grands blocs de béton au milieu de magnifiques rues haussmanniennes, c'est terrible. Ça rend malheureux. Moi, ça me rend malheureuse, ces sujets esthétiques, je vous assure. J'ai grandi en Seine-Saint-Denis, vivre au milieu de blocs de béton, je sais ce que c'est. Et je sais comme ça pèse sur le moral. Et on n'a pas la même vie quand on se réveille le matin et qu'on voit les Invalides, versus quand on se réveille le matin et qu'on habite à Bobigny, à Aulnay-sous-Bois ou où sais-je. L'esthétique, c'est une politique. On mérite la beauté. Vous connaissez la formule, la beauté sauvera le monde. De la même manière, je vous disais, le PLU, ça peut garantir l'harmonie d'une rue. On interdit toute construction qui vient dénaturer un quartier. Et il ne s'agit pas du tout d'empêcher le progrès ou d'empêcher l'art. Mais qu'est-ce qu'on a fait pendant des siècles? On a construit des bâtiments qui venaient non pas en totale rupture, mais qui venaient enrichir ce que nous avaient légué de mieux nos ancêtres. Quand vous regardez les places parisiennes, vous ressentez bien qu'il y a une identité parisienne. Et même si le baron Haussmann est venu rompre avec le Paris moyenâgeux, qui parfois était sale, avec des rues sinueuses, à l'époque où on était passé du tout à l'égout à tout à la Seine, et où c'est vrai, la ville était sale, il a réussi à rendre de l'harmonie dans tout ça. Mais quand vous comparez avec de magnifiques bâtiments qui datent du XVIIe siècle, vous reconnaissez quand même que c'est français. On sent une continuité. Aujourd'hui, on est dans une époque nombriliste qui pense qu'elle fera mieux que tout ce que nous ont légué nos ancêtres, qui pense qu'elle peut rompre avec tout, et c'est l'idéologie de Le Corbusier qu'on a appelé le fonctionnalisme, qui se disait à partir de maintenant, le beau ça ne compte plus. L'ornement c'est atroce, les moulures, tout ça, pour lui c'est inutile. Tout ce qui compte c'est que ce soit fonctionnel. Le Corbusier c'est un homme qui, lorsqu'il est allé à Rome, est revenu en disant Rome c'est un musée des horreurs. Vous imaginez le goût de ce monsieur. Et c'est d'ailleurs la ville jumelle de Paris, Rome. Il trouve que c'est un musée des horreurs parce qu'il se dit il y a tellement de choses qui servent à rien, de l'ornement, des fontaines, de l'or partout, c'est horrible. Lui il dit que son architecture idéale c'est celle d'un avion. Il dit il n'y a rien d'inutile dans un avion. Les sièges prennent peu de place, tout est... c'est déprimant. Moi quand je vois ces réverbères parisiens, vous les voyez les nouveaux là, les tiges comme ça, grises, mais ça me déprime. Les poubelles grises avec les sacs en plastique qui se baladent au vent là comme ça. Mais c'est terrible. On va les jeter tous ces mobiliers, on va les remettre les anciens. C'est ça aussi une ville heureuse. Une ville heureuse c'est une ville belle, c'est une ville qui se respecte. Mon ambition c'est à la fois de renouer avec le Paris éternel, le Paris iconique, qui fait notre succès dans le monde entier, qui fait notre succès économique, qui attire les touristes chez nous. Donc de renouer avec ce Paris éternel, tout en projetant Paris
dans le Paris moderne de 2050. C'est cet équilibre-là qu'on va réussir à trouver et c'est ce que mon programme entend défendre. Et donc sur les commerces, vous pouvez, je reviens à ça, je n'ai pas oublié votre question, vous pouvez largement imposer des quotas de commerce dans une certaine rue, dans un certain quartier. Par exemple, des Lika mobiles. Quand il y en a 50 sur la même avenue, on va peut-être considérer qu'on n'aura pas besoin du 51e. Donc il y en aura plus. Vous pouvez par exemple considérer que les commerces artisanaux, lorsqu'ils ferment, quand vous avez perdu la dernière fromagerie du quartier, le dernier libraire, le dernier encadreur, tous ces métiers qui disparaissent, le dernier cordonnier, on peut considérer qu'on veut uniquement remplacer un cordonnier par un cordonnier. Et que ce ne sera pas demain un fast-food qui rachètera le dernier libraire de la rue. Ça, on peut le faire. Bonsoir Sarah. Je voulais vite fait, parce qu'il faut se dépêcher, vous dire que le 15 mars c'est mon anniversaire et je sais déjà que c'est vous qui allez me faire le plus beau cadeau. Attendez, vous me faites penser à une chose. J'aimerais souhaiter son anniversaire à Sophie Calvel, qui travaille à mes côtés. Elle doit être toute rouge, elle déteste qu'on parle d'elle, mais moi j'ai envie de parler d'elle ce soir. Sophie qui m'a rejoint il y a 4 ans. Elle est où Sophie? Elle va se cacher comme je l'ai fait, bien sûr. Sophie Calvel, elle a travaillé avec Philippe Séguin. Elle a été la secrétaire de Philippe Séguin pendant des années. J'ai la chance de la voir à mes côtés. Aujourd'hui, elle fête son anniversaire, donc on peut encore l'applaudir. Merci pour tout ce temps. On fera la même chose le 15 mars, quand on sera promu au premier tour. Comment vous vous appelez? Steve. Steve, je dirais. Vous n'avez pas travaillé avec Philippe Séguin même. Je vous aime quand même. Moi aussi, je vous aime. Sarah, je voulais vous demander, on a vu dans Paris des tonnes de rues fermées, des places de stationnement supprimées pour rien, vraiment une aberration, vraiment anti-voiture, mais vraiment pour faire du mal aux gens, de rendre les gens fous. Je voulais savoir, dans le cas où vraiment c'est débile de supprimer des rues, vous allez faire quelque chose. On enchaîne tout de suite sur 2 autres questions, comme ça tu réponds et on termine. Allez, c'est parti, monsieur. Bonsoir Sarah, Thomas ici, je suis habitant du 7e arrondissement. Et alors, 2 questions, à la fois pour moi et pour madame à côté de moi. La première porte sur la propreté de Paris. En fait, que faire? Parce que j'ai beau habiter dans le 7e arrondissement, celui de madame Dati. On constate quand même que Paris est une ville, on va pas dire, pour ainsi dire, pas très propre, mais presque dégueulasse. Et qu'est-ce que vous comptez faire en fait pour rétablir la propreté dans cette ville qui le mérite vraiment? On a même des artistes aujourd'hui, je pense à Jean-Pierre Jeunet qui a quitté Paris parce qu'il trouvait cette Paris sale et moche, alors qu'il est d'habitude de gauche, hein. C'est le Paris d'Amélie Poulain lui, hein. Mais voilà, comment rendre le Paris sa fierté d'Amélie Poulain, entre guillemets. Et pour madame, c'est à propos du handicap, visible ou invisible, la scolarité avec Parcoursup qui refuse des demandes d'enfants jeunes handicapés, dans Paris par exemple, ou les jeunes sous curatelle, que fait-on avec eux, car on enlève la curatelle aux parents, par exemple. Et conclusion. C'est parti. Tout d'un coup. C'est des sujets très très différents. Donc sur la propreté, ce que je propose c'est la privatisation de la propreté de Paris. Ce qui s'est passé en 1983, c'est que Jacques Chirac voulait le faire dans tout Paris. Et il a eu peur des grèves, il a eu peur des syndicats qui l'ont menacé de, comme vous l'imaginez, de tout arrêter, de tout casser, etc. Donc il a fait une négociation avec eux, une sorte de Yalta des ordures, où il a réuni tout le monde, et il a dit voilà, dans tel arrondissement, ce sera public, dans tel arrondissement, ce sera privé. Résultat, la moitié de Paris est en gestion privée, il y a une délégation de service public, et l'autre moitié, c'est toujours la mairie qui le fait. Ce qui est fantastique pour moi qui aime les études, qui aime ce genre de laboratoire à ciel ouvert, c'est que maintenant on a le recul pour comparer. 83 à 2026, on voit où est-ce que ça marche et où est-ce que ça ne marche pas. Bon, bah, vous avez compris. Quand c'est public, à chaque fois qu'il y a des grèves, les ordures s'amoncellent. Résultat, prolifération des rats, puisque les rats ne sont que la conséquence de la saleté à Paris. Et quand c'est privé, on voit que c'est beaucoup mieux fait. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la Chambre régionale des comptes nous apprend même que c'est 27% moins cher et que c'est mieux fait. Conclusion évidente, on va privatiser la propreté de Paris dans tous les arrondissements où ça n'a pas encore été fait, où ça aurait dû être fait, et où ça ne l'a pas été en 83, ça remonte uniquement pour des raisons politiques. Donc on va privatiser ça. À la mairie de Paris, c'est 6 000 effectifs, la propreté. Donc vous voyez aussi que ça va largement contribuer à la réduction des effectifs, mais comme je suis très attachée à la justice sociale, et que je considère
qu'aujourd'hui, les éboueurs de Paris ne sont absolument pas responsables de la mauvaise gestion de la ville par la mairie. Ce que je vais imposer dans le marché de reprise de la collecte des ordures ménagères, c'est une clause de reprise du personnel pour que le futur prestataire embauche une partie, je dis une partie parce qu'il faut quand même reconnaître que le privé fait avec moins de monde, donc embauche une partie des effectifs qui étaient à la mairie de Paris. On évalue ça dans mon équipe à 70%, et les 30% restants, de les réallouer à des missions qui sont tout aussi importantes. Je pense notamment à ce beau mot de jardinage. Vous avez les espaces verts à la ville de Paris, qui sont malheureusement pour beaucoup catastrophiques, aussi sales, avec des rats, parfois même des seringues par terre. Dans certains jardins, il ne faut pas dire que c'est partout, mais quand vous regardez les beaux jardins parisiens, vous vous apercevez qu'ils sont gérés par l'État. Les Tuileries, le Luxembourg. Et pour ceux qui sont mal gérés, c'est la mairie. Donc, on va réutiliser ce beau mot de jardinage qui a été remplacé par le mot de végétalisation. Vous entendez parler? Quand quelqu'un dit végétalisation, vous vous dites gauchiste. Ça veut dire la gauche. Végétalisation, c'est l'idée que la nature va reprendre ses droits. Et on voit ce que ça fait. Enfin, on imagine un peu des lianes comme ça qui prennent le contrôle de la ville, de la jungle. C'est pas du tout ce qu'on fait en principe en France. Les jardins à la française, ça veut dire quelque chose. Donc on va remettre des fleurs, on va remettre des arbres, on va revaloriser ce métier de jardinier et on va y mettre les moyens pour avoir des jardins magnifiques et verts. Donc le stationnement, ça a été fait en dépit de tout bon sens. Première chose, je vais vous dire tout ce que je vais faire, ensuite je vais vous dire ma méthode pour les 6 ans qui vont venir. Je rouvre les voies sur berge aux automobilistes. C'est bien, la ouverture des voies sur berge. Mais comme je ne veux pas cliver, comme Madame Hidalgo l'a fait, entre les piétons, les cyclistes et les automobilistes, comme je refuse cette guerre de chacun contre tous, parce qu'on est tous un peu tout, on utilise tous parfois, selon nos besoins, des moyens de transport différents. Donc, comme je ne veux pas faire la guerre entre les uns et les autres, je recrée de la surface. Je ne dis pas qu'il faut que les voitures prennent telle surface et qu'on la supprime pour les autres, mais qu'on crée juste au-dessus de ces voies sur berge. Donc je parle bien de la rive droite, de ce qui va du quai du Louvre jusqu'à la Bastille. C'est un peu plus long pour les voitures parce qu'il y a des tunnels. Cet endroit-là, construire une magnifique promenade au-dessus, qui pourra faire le bonheur des piétons, des cyclistes, des joggeurs, des personnes à mobilité réduite, qui pourront enfin avoir accès à une magnifique promenade, y compris en fauteuil roulant, des personnes avec des poussettes pour lesquelles c'est aujourd'hui difficilement accessible ces voies sur berge avec ces escaliers très raides pour descendre. Et ça me fait le lien avec le deuxième sujet, mais je vais quand même finir sur la circulation. Je rouvre les voies sur berge, donc. Je rétablis les 80 km/h sur le périphérique. Stationnement, je vous disais, gratuit la première heure pour tous les automobilistes, pour les parents qui doivent déposer leurs enfants, mais aussi, c'est un sujet majeur, pour les menuisiers, les plombiers qui doivent aller faire des interventions chez les gens, et qui, et j'ai vu, je suis d'ailleurs la seule candidate à être allée les voir, la CAPEB, le syndicat qui représente ces artisans, je suis allée les voir, et c'est très frappant, la manière dont ils réfléchissent. Ils ne rentrent plus dans Paris. Pourquoi? Pour une raison très simple, le prix d'une heure de stationnement est plus cher que le SMIC horaire de leur branche. Vous imaginez? C'est plus rentable. Donc évidemment qu'ensuite les Parisiens se disent on met des plombes pour avoir un plombier. Plombier, j'ai pas fait exprès. On n'arrive pas à trouver de menuisier. Ça met des semaines, oui, et mesdames me disent non, ils veulent plus. Mais elles ont raison, parce que pour eux, venir dans Paris pour faire une intervention, c'est comme s'ils avaient un salarié qui restait dans la voiture et qu'il devait payer lui aussi alors qu'il ne fait pas l'intervention. Ça n'est plus rentable pour eux. Donc première heure de gratuité qui va aider tout le monde. Les parents, on l'a dit. Les grands-parents aussi qui déposent leurs petits-enfants. Je sais que dans cette salle, vous devez être des grands-parents qui aident vos petits-enfants. Et si vous ne le faites pas, faites-le. On a besoin de vous aussi. Qui va aussi rétablir la vitalité du commerce à Paris. Parce que quand vous voulez aller acheter paire de chaussures, n'importe quoi, faire des courses, si vous savez que vous devez en plus budgéter le stationnement, ça ajoute. Donc ça va redonner du pouvoir d'achat aux gens. Gratuité également entre midi et 14h. Midi et 14h pour aider les restaurateurs. Et pour évidemment le pouvoir d'achat de tous ceux qui veulent aller au restaurant et qui doivent budgéter 36 € avant même d'avoir commandé le premier plat. C'est aberrant, ça coûte beaucoup trop cher. Et d'ailleurs ce qu'on remarque, c'est que Madame Hidalgo a supprimé 60 000 places de stationnement depuis qu'elle est arrivée à la mairie de Paris il y a 12 ans. Et pourtant, miracle, les recettes
du stationnement sont les mêmes. Bah, que s'est-il passé? Bah voilà, elle a fait exploser le prix, et ceux qui ont des voitures ou des 2 roues dans Paris sont des vaches à lait, qui lui servent à combler ses budgets en permanence déficitaires, puisque madame préfère aller dilapider l'argent des Parisiens dans des gabegies invraisemblables, parfois même aux 4 coins du monde, en donnant 200 000 € à Gaza, par exemple, 100 000 € à SOS Méditerranée, l'association qui prône la clandestinité et l'aide aux migrants. Et pour cela, elle raquette les Parisiens. Non seulement elle fait exploser la taxe foncière, ça on l'a dit, mais en plus, le prix de stationnement a explosé sous sa mandature. Donc, c'est 100 000 € de manque à gagner pour la ville, largement comblé par un plan d'économie de 10 milliards, vous l'avez compris, et qui va aider tout le monde, qui va permettre, comme je vous le disais tout à l'heure, les commerçants me disent que c'est le facteur 1 de perte de clients, que la base de leur commerce, c'est le passage et le stationnement. Et quand vous n'avez plus de passage, quand vous avez des rues fermées, j'en profite pour dire que je rouvre la rue de Rivoli. Oui, bravo! La technologie au service des Parisiens. C'est pas seulement en termes de sécurité, mais aussi en termes de pragmatisme. Mettre la technologie au service des Parisiens, c'est demain faire piloter les feux tricolores par intelligence artificielle. C'est déjà fait à Boston, c'est déjà fait à Montréal. En quoi ça consiste? Il y a des connaisseurs qui applaudissent d'avance, avant même que j'ai expliqué. Donc demain, vous vous arrêtez à un feu, vous voyez que la rue est vide devant vous. Le feu intelligent arrive à le détecter, il passe au vert parce que vous pouvez avancer. A l'inverse, dans certaines rues, vous savez que si vous avancez, vous allez engorger le carrefour suivant, que ça va mettre des heures à se débloquer, que c'est irrationnel de laisser passer comme ça, de manière périodique, sans même réfléchir à l'impact sur la circulation juste après. Et pour ceux qui connaissent la porte Dauphine, vous voyez parfois le caractère totalement incohérent, erratique de cette gestion. Donc des feux pilotés par intelligence artificielle, on voit là où ça a été mis en place que ça permet de réduire le trafic jusqu'à 15%. Donc ça rend le trafic beaucoup plus fluide. Vous avez un autre facteur qui est le fait qu'aujourd'hui dans les villes, 20% du trafic, ce sont des gens qui sont arrivés à leur point de destination et qui tournent pour chercher une place. C'est 20% du trafic. Ce que je veux faire, et c'est une expérimentation qui a eu lieu dans le 17e et qui a marché, dans le 17e arrondissement de Paris, c'est de permettre de géolocaliser les places qui sont disponibles, encore une fois grâce à l'intelligence artificielle, et ensuite vous entrez votre adresse de destination sur votre GPS vous emmène directement à la première place disponible, proche de votre endroit. Et cette mesure va me permettre de faire le lien avec la question de madame sur le handicap, qui est un sujet crucial. Je veux créer un jumeau numérique de la ville de Paris. Une maquette numérique qui va simuler toutes les rues, la circulation, les bâtiments, les émissions de chaleur, le bruit, les émissions de particules toxiques, bref, simuler toute la ville. Et grâce à laquelle on va pouvoir modéliser l'impact d'une décision, l'impact par exemple de travaux sur la voie publique, ou alors l'impact de la réouverture d'une artère, bref, les impacts de toutes sortes de travaux sur la circulation, le bruit, la pollution, etc. Si on avait fait ça sur ordinateur, ça nous aurait peut-être évité de faire marcher les marteaux-piqueurs, puis de constater ensuite que ça allait détruire le commerce dans l'artère d'à côté, créer des bouchons dans la rue suivante, engorger parfois même tout Paris. Parce que la fermeture des voies sur berge, c'est ça le problème, c'est que ça a engorgé beaucoup d'autres axes de délestage. Et il fallait ne pas connaître l'histoire de Paris pour fermer les voies sur berge. Donc cette maquette numérique, c'est la fin des gabegies. C'est beaucoup plus de pragmatisme. Et là encore, on peut simuler pour les femmes qui ont des poussettes, pour les personnes à mobilité réduite. On peut réussir à construire de manière beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus intelligente. Et on fait des essais-erreurs sur l'ordinateur plutôt que de les faire dans la rue. On perdra beaucoup moins d'argent et beaucoup moins de temps. Merci à tous, je suis vraiment ravie d'avoir été à vos côtés ce soir. Il reste encore un peu avec vous. Merci à vous. 15 mars, 21 mars, on fait